Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Brandon est la deuxième ville en importance du Manitoba. Elle est située à un peu moins de 3 heures de route à l'ouest de Winnipeg, sur la transcanadienne. Malgré sa taille, il y règne une mentalité de petite ville agricole. On se croise, on se connaît. Les nouvelles voyagent vite. Le climat y est très chaud en été et très froid en hiver, mais presque toujours sec et balayé par le vent. Il y a peu de meurtres à Brandon, un par an en moyenne, souvent moins. Presque toujours une bagarre au couteau qui tourne mal. Et c'est pour cette raison que les circonstances de l'assassinat d'Erin Chorney ont profondément ébranlé cette communauté. L'eau y joue un rôle clé, qui scellera le destin de la victime comme celui de son meurtrier. Le 27 avril 2002, Debbie Chorney se rend au poste de police de Brandon pour déclarer la disparition de sa fille de 18 ans, Erin. Erin a été vue pour la dernière fois par sa mère le soir du 21 avril 2002. Quelques jours se sont écoulés avant qu'elle soit portée disparue parce qu'il arrivait souvent qu'Erin s'absente de la maison pour un jour ou deux lorsqu'elle avait envie de fêter. Elle restait alors chez des amis et ne donnait pas signe de vie à sa famille. Donc, qu'elle ne soit pas rentrée n'avait rien d'extraordinaire. Cependant, après 5 jours sans nouvelles, la famille était vraiment inquiète et Mme Chorney est allée à la police. Elle aimait faire la fête, elle aimait les bars. À cet égard, Erin était une jeune fille typique. Et dans une petite ville comme Brandon, c'est l'activité sociale par excellence de la fin de semaine. Mais il y avait une autre Erin, celle qui était très près de sa famille, celle qui se souciait profondément de ses frères et sœurs et de ses parents, de sa famille élargie. Et comme beaucoup d'autres adolescents, elle a fait de mauvais choix. Elle a mal choisi les personnes qu'elle fréquentait et celles avec qui elle a eu des relations sentimentales. L'enquête sur la disparition d'Erin est d'abord menée par des policiers en uniforme. Ils lancent un avis de recherche national, des vérifications sont effectuées auprès des hôpitaux, des centres de désintoxication et des refuges. Les policiers surveillent les transactions sur ses comptes en banque. Ils rencontrent les proches d'Erin, dont son ex-petit ami, Michael Bridges, un garçon de 20 ans à la réputation de séducteur. Michael Bridges était imbu de lui-même. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Un ego surdimensionné, un type plutôt macho. Il se considérait comme un séducteur, un tombeur de femmes. C'est bizarre parce qu'il avait un physique plutôt ordinaire. Il était loin d'avoir une carrure d'athlète. Autrement dit, Michael Bridges n'avait rien d'attirant. Il avait plutôt l'air d'un vaurien. Les policiers découvrent rapidement que Michael Bridges a fait l'objet d'une plainte de la part d'Erin Chorney pour voie de fait, à la suite de laquelle il est censé ne pas être en contact direct avec elle. Malheureusement, et c'est souvent le cas dans les situations de relations conjugales difficiles, l'ordonnance de la Cour ne vaut même pas le papier sur lequel elle est écrite. C'est particulièrement vrai lorsque la personne que l'ordonnance est censée protéger refuse d'en respecter les conditions. En effet, l'enquête révèle qu'Erin et Michael se sont vus à plusieurs reprises, y compris le soir de sa disparition. Elle a passé le dimanche chez sa mère, puis elle a eu un souper en famille avec sa mère et sa sœur cadette. Après souper, elle a reçu un appel téléphonique et est sortie à l'extérieur, disant qu'elle allait rencontrer un ami pour un café et qu'elle ne serait pas absente longtemps. Sa petite sœur l'a suivie dehors et l'a vue monter dans une voiture. C'est le dernier contact qu'Erin a eu avec sa famille. La voiture dans laquelle monte Erin appartient à la mère de Michael Bridges et est conduite par un ami de Michael, qui a servi d'intermédiaire pour les appels téléphoniques. Après 10 jours,
Erin reste introuvable. Le dossier d'Erin est transféré à l'agent Dallas Lockhart de l'unité des enquêtes criminelles. Une de ses premières initiatives est de rencontrer Michael Bridges afin de se faire une idée plus précise de la personne. Au départ, Mike Bridges n'était qu'une personne d'intérêt dans l'enquête. Nous étions convaincus que, vraisemblablement, il savait où Erin était partie. Je voulais être en position de contrôle pour notre rencontre. Je lui ai donc demandé de se rendre au poste principal de la police, où je pourrais plus facilement mener l'interrogatoire. Je l'ai amené à une salle d'entrevue où notre première conversation a été filmée et enregistrée. Bridges ne nie pas avoir passé une partie de la soirée avec Erin. Il nous a raconté d'une façon paisible, presque romantique, comment la soirée s'était déroulée chez lui. Puis il a déclaré qu'elle avait dit vouloir aller chez une amie à pied. Elle est partie de chez lui et elle n'a pas communiqué avec lui et il ne l'a pas revue depuis. Bien qu'il soit au courant de l'agression de Bridges contre Erin, Lockhart choisit de ne pas trop insister sur cet aspect. La plainte pour voie de fait s'est réglée très rapidement. La semaine où Erin a disparu, Mike est passé en cour et a plaidé coupable à l'accusation de voie de fait. Il s'est vu infliger une peine de probation. C'est certain que j'avais en mémoire que la violence avait fait partie de leur relation. Mais je voulais aller de l'avant dans l'enquête et ne pas passer trop de temps à analyser ce qui était arrivé dans le passé. Lors de notre première rencontre, Bridges s'est montré pas mal convaincant. Au tout début de l'interrogatoire, je lui ai carrément demandé s'il savait quelque chose ou s'il était impliqué de façon quelconque dans la disparition d'Erin. Si vous lisez ses réponses, ça se lit vraiment très bien. Mais si on regarde la vidéo, c'est autre chose. C'est ce que nous qualifierons de faible déni. Il n'y avait pas de concordance entre son langage corporel et ses paroles. Lockhart envoie l'enregistrement vidéo de l'entrevue avec Bridges à un analyste de la division D de la Gendarmerie royale du Canada, un service spécialisé dans les crimes graves. Les conclusions de l'analyste confirment les intuitions de Lockhart. Même s'il n'a fait aucune allusion à son meurtre ou à une quelconque implication de sa part, la police soutient qu'il s'est trahi. Par son langage corporel, et il s'est échappé quelquefois et a parlé d'Erin au passé. Et selon eux, une personne ne sachant pas qu'elle était morte n'aurait pas parlé de cette façon. Réfléchissez, une personne qui vous est chère disparaît. Si vous la croyez toujours vivante, vous n'en parleriez pas au passé, et c'est ce qu'il a fait. Ce lapsus de Michael Bridges renforce les soupçons de l'agent Lockhart. Bridges en saurait-il plus qu'il veut le laisser croire? Quelques jours plus tard, il recontacte le jeune homme afin qu'il se soumette au détecteur de mensonges. Mais Bridges a changé d'avis. Il fait valoir que son avocat et son père lui ont déconseillé de le faire. C'est la fin de l'attitude coopérative de Michael Bridges qui devient de moins en moins bavard. 37 jours après la disparition d'Erin Chorney, c'est toujours officiellement un cas de disparition. Mais officieusement, les policiers considèrent d'autres possibilités, y compris celle de sa mort. La police organise une battue qui part de la maison des Bridges et s'étend aux alentours. Nous étions curieux de voir comment Michael Bridges allait réagir à une battue effectuée par des personnes du voisinage aux alentours de son domicile. Allait-il se porter volontaire pour participer aux recherches? Il nous avait bien dit qu'il aimait Erin et que jamais il ferait quoi que ce soit qui puisse lui faire du mal. Mais par contre, il n'était pas là. Il n'a participé à aucune des recherches effectuées par le grand public ou par des équipes de recherche. À ce moment-là, la demeure des Bridges se trouvait aux limites sud de la ville de Brandon. Et à l'arrière de leur maison, de l'autre côté d'une petite clairière, se trouvait le cimetière de Brandon. Tous ces grands espaces ont été fouillés avec nos unités canines et aussi avec les équipes de recherche du bureau du commissaire aux incendies. Malheureusement, la battue ne donne aucun résultat. L'enquête piétine.
Lockhart demande alors à ses supérieurs plus de ressources pour poursuivre l'enquête. Sa requête est approuvée et le sergent Doug Paulson devient son partenaire. Ensemble, ils revisent toutes les informations recueillies. La disparition d'Erin ne peut s'expliquer autrement que par un acte criminel. L'enquête de disparition devient une enquête pour meurtre. Tout d'abord, ils obtiennent un mandat de perquisition pour passer au crible le véhicule de la famille Bridges. L'arsenal scientifique de la police permettra-t-il à Lockhart et Paulson de retrouver la trace du corps d'Erin Chorney? Permettra-t-il enfin d'établir quel rôle Michael Bridges a joué dans cette disparition mystérieuse? Dans la nuit du 21 avril 2002, Erin Chorney, une jeune femme de 18 ans, disparaît au sortir du domicile de son ex-petit ami, Michael Bridges, à Brandon, au Manitoba. Des soupçons pèsent sur Michael Bridges, mais sans scène de crime et sans cadavre, la police ne peut porter aucune accusation. La famille Chorney, de son côté, n'abandonne pas l'espoir de retrouver Erin vivante et fait appel aux médias afin que sa disparition ne tombe pas dans l'oubli. Les enquêteurs Paulson et Lockhart adoptent alors une nouvelle stratégie pour recueillir des preuves. En examinant divers scénarios, en supposant qu'elle avait été victime d'un crime, nous pensions que c'était probablement survenu à la demeure des Bridges. Nous savions qu'Erin y était allée. Le scénario qui nous semblait le plus plausible était que Mike avait utilisé la voiture de sa mère pour transporter le corps. Ces raisons, ajoutées à bon nombre d'éléments recueillis au cours de l'enquête, nous ont amenés à exécuter un mandat de perquisition sur le véhicule des Bridges. Cette perquisition est effectuée de façon clandestine. La voiture des Bridges est volée et livrée au service judiciaire de la police de Brandon. Avant d'aborder le sujet, je ne saurais trop insister sur le fait que parce qu'elle était sa copine, cela nous créait des difficultés. Parce que même en trouvant des éléments de preuve, prouver ce qui était arrivé allait constituer tout un défi. Évidemment, il y avait des parties de la voiture qui nous intéressaient plus que d'autres. Nous avons concentré nos efforts à l'arrière, la banquette arrière, l'endroit tout indiqué pour transporter un corps. Nous avons utilisé du luminol. Nous cherchions des fibres de cheveux ainsi que des empreintes digitales. Allions-nous trouver ces empreintes digitales dans la voiture? Nous avons obtenu une réaction au bâtonnet de diagnostic hémostic. Ce papier réagit à l'hème dans le sang, ce qui nous indique la présence de sang. Il y en avait ici et là dans la voiture. À ce stade, on ne savait pas si ce sang était de provenance humaine ou animale. Nous avons donc prélevé des échantillons et les avons expédiés au laboratoire pour analyse. Nous avons passé le véhicule au peigne fin. Nous avons même prélevé des échantillons de sol. Advenant le cas où nous trouverions un site d'enterrement, nous pourrions comparer les types de sol. Entre-temps, la famille Bridges déclare le vol de leur voiture à la police. Une fois les échantillons prélevés, la voiture, soi-disant retrouvée, est restituée à ses propriétaires, qui ne se doutent de rien. Mais les échantillons prélevés lors de la fouille ne sont pas concluants. Si le corps d'Erin a bien été transporté dans cette voiture, il n'en est resté aucune trace. Dans ce cas particulier, cela n'a rien donné, une fausse piste. Nous avions eu des réactions, mais cela pouvait tout aussi bien être dû à un produit de nettoyage ou à du cuivre, ou bien quelque chose dans le genre. Pour l'agent Lockhart et son équipe, il est évident que la prochaine étape est de perquisitionner au domicile de Michael Bridges. Cette occasion se présente à la mi-juillet 2002. Les conditions de cette fouille ne sont pas particulièrement faciles. La maison, restée fermée pendant plusieurs jours sous un soleil de plomb, est comme un four. Il s'y dégage une forte odeur de litière de chat souillée. Les policiers souffrent de la chaleur. L'autre difficulté tient au fait qu'il leur faut effacer toute trace de leur passage. L'équipe de techniciens prend des dizaines de photographies de la maison afin de tout remettre en état après la fouille. À un moment donné, nous étions dans le salon. Nous étions pas mal excités, car on croyait avoir trouvé quelque chose. Le canapé-lit.
Il y avait une tache à un endroit sur le canapé-lit qui aurait très bien pu être causée par un coup porté à la tête d'une personne étendue à peu près à cet endroit sur le canapé. On se disait, ça y est, ça ne peut être que ça. Puis on aurait fait la salle de bain. On y a relevé quelques petits indices. Nous avons trouvé des preuves de sa présence dans la maison. Nous avons trouvé sa carte d'identité dans une boîte de cassettes VHS. Nous avons aussi trouvé une chaînette, des pinces à cheveux, des trucs comme ça. Est-ce que c'était une preuve suffisante d'homicide? Bien sûr que non. La boîte de cassettes VHS qui contient quelques papiers d'identité d'Erin Chorney et des photos d'elle préoccupe Lockhart. S'agit-il de trophées ou de souvenirs? On peut toujours imaginer qu'en fait, il l'aimait vraiment et que suite à leur rupture, après qu'il l'eut agressé, il avait voulu conserver en souvenir quelque chose qui lui avait appartenu. Mais cette boîte n'est pas la seule découverte qui attire l'attention de l'agent Lockhart. Une chose qui m'avait intrigué à l'époque et m'intrigue encore aujourd'hui, pendant que je fouillais la chambre de Michael, j'étais tombé sur une lettre qui lui avait été envoyée par l'avocat de l'aide juridique qui l'avait représenté lorsqu'il avait été arrêté pour voie de fait. À l'endos de la lettre, il avait griffonné des notes. Ces notes étaient un résumé des renseignements qu'il m'avait donnés lors de son premier interrogatoire formel. Ces notes soulèvent une question importante pour l'agent Lockhart, à laquelle il ne peut malheureusement pas répondre. Ces notes ont-elles été écrites en préparation de l'entrevue de Bridges avec Lockhart ou bien après l'entrevue, afin qu'il puisse se souvenir de ses déclarations à la police? Encore une fois, les résultats de cette fouille ne permettent pas à la police d'arrêter Bridges. Désormais, Michael Bridges passe la plupart de son temps enfermé chez lui, minimisant ses contacts avec le monde extérieur. Une chose que nous avons apprise au sujet de Mike Bridges, c'est que pendant qu'il était à la maison, il regardait beaucoup de séries criminelles à la télévision. Il avait une assez bonne compréhension des techniques judiciaires et des techniques d'enquête. Lockhart et Paulson continuent l'enquête traditionnelle. Mais sur les comptes en banque d'Erin, toujours pas de transaction, après maintenant plusieurs mois. Les enquêteurs cherchent un corps. Et puisque la résidence de Bridges est attenante au seul cimetière de Brandon, ils décident d'y poursuivre leurs recherches. Ils engagent un consultant privé qui utilise la technologie du sonar pour trouver une tombe qui contiendrait plus d'un corps. Nous avons cherché des sépultures qui auraient pu avoir lieu à peu près à ce temps-là. Des fosses ouvertes, prêtes à recevoir les cercueils au moment où Erin est disparu. Nous nous demandions quelle fosse était ouverte à ce moment-là. Prêtes à recevoir des cercueils. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est un grand cimetière, mais notre créneau était plutôt étroit. Il y en avait moins de 6, et c'est vers celle-là que nous avons dirigé le sonar pour qu'il fasse son exploration. Cette recherche s'avère être un autre échec, et l'enquête entre dans une période de stagnation. Lockhart et Paulson n'abandonnent pas pour autant la partie. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour garder l'affaire d'Erin à la mémoire du grand public. Nous ne voulions pas qu'Erin devienne une personne disparue parmi d'autres. Plusieurs mois plus tard, un élément inattendu et intrigant vient relancer l'intérêt pour le cas d'Erin Chorney. En autant que je me souvienne, à compter du début de l'automne 2002, nous avons reçu des lettres, 4 en tout, en lien avec cette enquête. L'une d'elles a été laissée dans un endroit public et on nous l'a remise. Une autre a été expédiée à la famille Chorney qui nous l'a aussi remise et les 2 autres nous sont parvenues par la poste. Ces lettres nous préoccupaient beaucoup parce que leur contenu laissait supposer que l'auteur des lettres était impliqué ou il était soit un ami proche ou un complice ou il était bien connu d'une personne impliquée. En plus de lire les lettres et d'étudier leur contenu, nous avons soumis chaque lettre à un examen médico-légal complet. Nous avons fait analyser le papier pour les empreintes digitales, la bande de colle du rabat de l'enveloppe et même l'endos du timbre ont été analysés pour toute trace d'ADN. On a fait faire une étude comparative de l'écriture des lettres et de celle de Michael Bridges, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on a eu les lettres,
Il avait été identifié comme suspect dans une enquête pour meurtre. Les analyses scientifiques de la police ne donnent aucun résultat. Le langage utilisé dans les lettres est à la fois confus et cryptique et ne permet pas de tirer des conclusions claires. On laissait entendre que peut-être Erin était enterré quelque part. On parlait d'eau, des choses comme ça. C'est alors que Lockhart a une idée pour débloquer la situation. Le sergent Paulson et moi avons discuté de la possibilité d'avoir recours à une opération d'infiltration. Nous en avons examiné les avantages et les inconvénients, et nous avons aussi discuté de la façon d'intégrer une telle opération à l'enquête. Il faudra plusieurs mois de préparatifs pour que l'opération d'infiltration se mette en place. Des moyens considérables, dignes d'une production hollywoodienne, sont mis en œuvre. Mais cela suffira-t-il pour comprendre le rôle de Michael Bridges dans la disparition d'Erin Chorney? Depuis 1 an et demi, les enquêteurs de la police de Brandon, au Manitoba, mettent tout en œuvre pour retrouver la trace d'Erin Chorney, une jeune fille de 18 ans vue pour la dernière fois un soir d'avril 2002. Le suspect numéro 1 n'est autre que Michael Bridges, l'ex-petit ami de la disparue. Cependant, les policiers ne peuvent l'inculper en l'absence de preuves. En ultime recours, ils font appel aux services spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada pour élaborer une complexe opération d'infiltration dont le but est d'obtenir les aveux du meurtrier présumé. Les opérations d'infiltration font l'objet d'une certaine confidentialité dans les services de police. Et il est parfois difficile d'en connaître les détails, un sujet que connaît bien le reporter judiciaire Mike McIntyre. Il fut un temps au Canada où il était interdit de publier quoi que ce soit en rapport avec une opération d'infiltration. Nous pouvions parler d'un procès, nous pouvions parler de la preuve, mais pour ce qui est de la façon dont on avait réussi à piéger le suspect, nous étions tenus au silence. Les médias ont porté leur cause devant les tribunaux. Et la Cour suprême a entendu leurs doléances quant à l'absence de transparence et d'imputabilité et leur a donné raison. L'opération d'infiltration commence par une recherche très poussée concernant sa cible, Michael Bridges. Tout d'abord, ils se devaient de tout savoir, tout connaître de cette personne, ce qui le poussait à agir, ce qu'il aimait, ce qu'il détestait. C'est ce noyau de connaissances qui allait être la base de l'opération, et la première approche était l'élément pivot de l'entreprise. Si c'était raté, cela pouvait avoir des conséquences désastreuses. Il fallait donc que l'opération soit bien enclenchée. Il fallait qu'il morde à l'hameçon dès le départ. Pour attirer Bridges dans ses filets, les opérateurs envoient une démarcheuse à domicile frapper à sa porte. Elle lui propose de participer à un sondage pour une station de radio et précise que tous les participants sont automatiquement entrés dans un tirage au sort dont le prix est un voyage à Calgary pour assister à un match de hockey des Flames. Je ne vous apprends rien en vous disant que la police savait que Michael Bridges était un grand amateur de hockey, et plus précisément des Flames de Calgary. 2 minutes pour recueillir ses réponses aux quelques questions, le tout fait de façon professionnelle. Ils avaient du papier à lettres en tête officielle, et ils avaient aussi mis en place un site Internet, au cas où il aurait eu des soupçons et seraient allés vérifier l'authenticité de la compagnie et de l'existence du sondage. En général, dans la police, on a tendance à penser que le succès d'une opération d'infiltration tient à son secret et qu'il est essentiel que le suspect ne se doute de rien. McIntyre remarque que l'ironie dans le cas de Bridges est que celui-ci avait été mis en garde. Greg Brodsky, l'avocat de Michael Bridges, avait dit à Bridges, plusieurs mois avant le début de l'opération d'infiltration, d'être sur ses gardes car il était fort possible qu'il soit l'objet d'une telle opération. Quelque temps plus tard, Bridges est informé qu'il fait partie des lauréats du concours. Il part à Calgary avec l'un des soi-disant gagnants, qui n'est nul autre qu'un opérateur de la police.
Pendant ce voyage, celui-ci gagne la confiance de Bridges. L'agent révèle à Bridges qu'il fait partie d'une bande de malfaiteurs et que le grand patron serait intéressé à le rencontrer. Bien évidemment, chaque rencontre avec Bridges est enregistrée et filmée. Dans la coulisse, les agents Lockhart et Paulson travaillent en collaboration étroite avec la GRC et écrivent ensemble le scénario de cette opération à mesure qu'elle se déroule. Une autre personne clé fait également partie de l'équipe. À leur demande, un procureur de la Couronne s'était joint à l'équipe dès le début pour sanctionner chaque geste, chaque pas, afin de s'assurer que tout soit admissible en preuve. Il y avait donc un procureur d'expérience qui en supervisait le déroulement. Clairement, s'il y avait des faux pas en cours de route qui risquaient de poser problème, ils allaient être repérés. Les mois passent et finalement, l'opérateur clandestin fait comprendre à Bridges que s'il veut faire partie du gang, il doit dire toute la vérité sur ses activités illégales passées. Une situation pour laquelle le procureur avait préparé les opérateurs. Ce procureur ne cessait de répéter aux enquêteurs pendant toute la durée de l'opération « Il ne faut pas qu'il se croie obligé d'inventer des crimes qu'il n'a pas commis. » Ne lui donnez pas l'impression que vous voulez entendre une histoire rocambolesque. Soyez clair, et ils l'ont répété souvent, que vous vous foutez pas mal de ce qu'il a fait dans sa vie. S'il n'a jamais rien fait, c'est bien. Mais s'il a commis des crimes sous une forme ou une autre, il doit nous le dire. Tout ce que nous voulons, c'est la vérité. La vérité pure et simple. La première confession a lieu au début de l'année 2004, pendant un voyage en voiture entre Winnipeg et Brandon. Il a reconnu avoir tué Erin. Dans sa relation de l'événement, il s'est décrit presque comme une victime faisant valoir que c'est Erin qui a fait une crise de rage ce soir-là. Il révèle aussi s'être débarrassé du corps dans le cimetière déjà fouillé par les enquêteurs. Après la première confession de Mike, nous sommes allés faire un tour au cimetière de Brandon, parce qu'au cours de cette confession, il avait révélé avoir caché le corps d'Erin dans une sépulture existante. Il nous fallait donc d'abord trouver, identifier la sépulture en question, puis obtenir l'autorisation légale requise pour creuser. Les policiers n'ont pas pu trouver la trace du corps d'Erin en utilisant le sonar, car Bridges avait utilisé une tombe plus ancienne que celle examinée par leurs soins. Lockhart et Paulson obtiennent l'autorisation du juge de sonder la tombe identifiée par Bridges afin de trouver des indices à même de confirmer sa confession. Le sondage de la tombe fournira-t-il les preuves escomptées? Ou bien les policiers vont-ils découvrir qu'une fois de plus, Bridges a menti? Une enquête sur la disparition d'une jeune femme à Brandon devient une enquête pour meurtre. N'ayant aucune preuve concrète, la police de Brandon demande à la GRC d'organiser une opération d'infiltration contre le suspect principal. Près de 2 ans après la disparition, Bridges révèle son secret à un agent de la GRC qu'il prend pour un malfaiteur. Afin de s'assurer que Bridges a bien dit la vérité, les policiers s'apprêtent à sonder une tombe du cimetière municipal qui contiendrait 2 corps au lieu d'1. La recherche se fait en pleine nuit. Et puisque l'opération d'infiltration se continue, il est essentiel de maintenir le secret. Nous sommes dans les prairies canadiennes en février. À ce temps de l'année, le sol peut geler jusqu'à une profondeur de 3 mètres par endroit. On se préparait donc à creuser dans un sol qui avait la consistance du béton. Et il nous fallait le faire d'une façon tellement discrète que non seulement la population n'en saurait rien, mais même les employés du cimetière n'allaient pas s'en apercevoir. La raison fondamentale qui nous a amenés à effectuer cette fouille en pleine nuit est simple. Nous ne voulions pas que Bridges découvre que la police était au courant des confidences qu'il avait faites à notre agent. Nos directives étaient très claires. Le juge avait été très précis. Nous ne devions en aucune façon perturber les restes de la sépulture originale, respectant en cela les droits de cette famille.
Nous étions bien conscients de cette obligation et nous avons établi la profondeur de nos trous en conséquence. Après 3 tentatives qui prennent plusieurs heures, les policiers remontent un bout de tissu clair correspondant à la description faite par Bridges du drap qui entoure le corps d'Aaron. Fort de cette découverte, les policiers peuvent maintenant obtenir un permis d'exhumer pour le lendemain. Bruce Klassen et ses collègues remettent alors la sépulture dans l'état où ils l'ont trouvée, car rien ne doit filtrer pour encore quelques heures. Entre-temps, les enquêteurs ayant encore des doutes sur la sincérité de Bridges, ils l'encouragent à répéter, comme au théâtre, ce qu'il va dire au grand patron, afin de s'assurer qu'il dise bien la vérité. Dans une deuxième confession, Bridges avoue, cette fois, que la mort d'Aaron Chorney n'est pas due à un accident. Il l'a tué volontairement. Et il commence à donner les détails du déroulement du crime. Tout d'abord, il y a la dispute entre Aaron et Michael. Le ton monte, et sous le coup de la colère, il l'étrangle avec son bras. Le sang n'affluant plus au cerveau, Aaron s'écroule. Aaron ayant été étranglé et non pas poignardé ou abattu par un coup de feu, les policiers comprennent enfin pourquoi ils n'ont pas trouvé de traces de sang dans la maison et dans la voiture. Les enquêteurs sentent cependant qu'il manque encore quelques pièces au puzzle, pièces qu'ils espèrent bien obtenir de Bridges le lendemain, à l'occasion de son entrée tant attendue dans le gang du grand patron. Bridges était tellement subjugué par ces personnes qu'il ne savait même pas le nom de l'organisation. Il n'a jamais demandé quel est notre nom, qui sommes-nous. La troisième et ultime confession de Michael Bridges a lieu le 12 février 2004, dans la chambre d'un grand hôtel de Winnipeg. La pièce est truffée de micros et de caméras vidéo. Sous prétexte de calmer la nervosité de Bridges à l'approche de sa rencontre avec le grand patron, l'agent propose de répéter une dernière fois ce qu'il va lui dire. Cette ultime confession est la plus détaillée de toutes. C'est aussi celle où Bridges révèle le plus clairement l'état d'esprit dans lequel il était le soir du meurtre. Sa première tentative l'avait rendue inconsciente, mais elle était encore vivante. Il lui fallait trouver autre chose. Il est donc passé d'une agression violente à l'étranglement. Et il a pris son temps. Il lui a quand même fallu quelques minutes pour trouver le séchoir à cheveux et en enrouler le cordon autour de son cou et tirer le cordon de toutes ses forces pour l'étouffer. Mais elle n'était toujours pas morte. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Elle donnait des signes de vie. Alors il a pris la décision et il en a décrit tout le processus, y compris ses réflexions à chaque étape, ce à quoi il pensait, ce qu'il allait faire. Comment la tuer? Donc, il a rempli la baignoire, ce qui prend quand même pas mal de temps. Ce n'est pas instantané. Et pendant que la baignoire se remplissait, elle agonisait, cherchant désespérément son souffle. Il l'a placée dans la baignoire dès qu'il y a eu assez d'eau et il lui a tenu la tête sous l'eau. Il a relaté comment il l'avait immobilisée jusqu'à ce qu'elle soit complètement inerte. Pas le moindre mouvement, plus un râle. Enfin, il avait la certitude qu'elle était morte. Il devait donc maintenant se consacrer à l'étape du camouflage. Bridges nettoie méticuleusement le corps d'Aaron et cure ses ongles pour enlever toute trace d'ADN. Ensuite, il abandonne le corps dans la baignoire et va dormir quelques heures. Le lendemain, Bridges cherche une façon de se débarrasser du corps d'Aaron. Finalement, il trouve la solution au cimetière où travaille son père. Il repère une tombe, assez fraîchement remplie, où l'herbe n'a pas encore repoussé. Là, il creuse la tombe repérée plus tôt et enfouit le corps d'Aaron à quelques pieds de profondeur, au-dessus du cercueil déjà présent, puis re-remplit la fosse.
Il a fait preuve d'une lucidité remarquable alors que la situation s'était amorcée dans le chaos. Il a surmonté cette confusion et rassemblé ses esprits non seulement pour l'achever, mais encore pour s'assurer qu'on ne pourrait jamais remonter jusqu'à lui. Ce niveau élevé de violence a grandement choqué les gens qui ont suivi cette affaire. Je pense que ça devenait maintenant plus facile d'entrer dans les détails les plus cruels, les plus sadiques de ce qu'il avait fait subir à Aaron. Une fois sa confession terminée, Bridges s'attend à voir entrer le grand patron. Et à sa place, il a la surprise de sa vie. Plusieurs policiers, menés par le sergent Paulson, envahissent la pièce et l'arrêtent pour meurtre au second degré. Michael Bridges avait l'air d'un animal traqué lorsqu'il a réalisé que son univers, tout ce en quoi il croyait, venait de s'écrouler. Et cet homme qu'il avait cru son copain, qui lui faisait miroiter cette fantastique nouvelle vie, cet homme était en réalité un agent d'infiltration. Après 22 mois d'une enquête frustrante à mains égards, les policiers doivent maintenant corroborer les confessions de Bridges avec les faits, pour prouver qu'il a bien dit la vérité. Le lendemain de l'arrestation de Bridges, les techniciens judiciaires sont de retour au cimetière de Brandon. Ils préparent l'exhumation du corps d'Aaron Chorney. Nous nous sommes comportés comme sur un site archéologique. Nous avons tamisé chaque centimètre de sol. Nous avons procédé couche par couche, tout documenté et photographié. Et en effet, nous avons vu le corps apparaître, ou plutôt le linceul qui enveloppait le corps. Le corps avait été placé dans un emballage plastique. Il était donc en assez bon état. Nous avons aussi soigneusement recueilli quelques petits os du pied qui n'avaient pas été aussi bien enveloppés. Le corps a été exhumé et la mort prononcée à ce moment, soit le 13 février 2004, à 15h15, 3h15 de l'après-midi. C'est dans les locaux du Centre des sciences de la santé de Winnipeg qu'a lieu l'autopsie. On a commencé par séparer les choses. On a enlevé le drap sans trop de difficulté, puis le sac en plastique. Et on les a enlevés un à la fois. Et on les a étiquetés et identifiés. Où on l'a trouvé, sur quelle partie du corps, côté gauche, côté droit. Vous savez, ce genre de choses, il faut tout documenter. Puis le médecin a commencé son examen pour déterminer la cause du décès. Une fois le corps formellement identifié par une comparaison de la dentition du cadavre au dossier dentaire d'Aaron Chorney, le Dr Littman procède à l'examen méthodique du corps afin d'identifier la cause du décès. Dans ce cas-ci, l'état de décomposition étant assez avancé, certaines méthodes ne peuvent pas être utilisées. Les os qui ont été brisés sont encore brisés et, si un fragment de balle ou un couteau ou n'importe lequel objet est encore présent dans le corps, nous pouvons le récupérer. Mais dans ce cas-ci, on avait la preuve qu'il y avait eu une pression sur le cou. L'os hyoïde avait été fracturé et le cartilage thyroïdien avait été meurtri, ce qui m'indiquait qu'il y avait eu une certaine compression externe sur le cou. Les poumons étaient dans un état tel qu'il m'était impossible de déterminer si, oui ou non, ils avaient été remplis d'eau. De même, je ne pouvais pas dire si l'estomac avait été rempli d'eau. Donc, à la fin de l'autopsie, compte tenu des dommages constatés à la structure du cou, j'en suis venu à la conclusion que c'était là la cause du décès. Le dossier de l'accusation comprend maintenant non seulement les 3 confessions de Michael Bridges, parfaitement documentées par des heures d'enregistrement sonore et vidéo, mais aussi un nombre suffisant de preuves corroborant les déclarations de Bridges pour aller en procès. Mais Bridges, avant même l'opération d'infiltration, s'était acquis les services d'un des plus célèbres avocats criminalistes à Winnipeg. Une autre indication pour les policiers que Bridges n'avait peut-être pas la conscience tranquille.
La défense arrivera-t-elle à trouver la faille dans le dossier des agents Lockhart et Paulson? À la suite de 22 mois d'enquête, Michael Bridges est inculpé du meurtre de sa petite amie, Erin Chorney. Les confessions obtenues par la police au cours d'une opération d'infiltration révèlent tous les détails du meurtre. Tout commence par une dispute domestique entre les deux jeunes gens qui tournent au drame. Bridges s'emporte et étrangle la jeune fille. Pour s'assurer qu'elle soit bien morte, il emplit alors la baignoire familiale, il place Erin et lui tient la tête sous l'eau pendant 20 minutes. Le lendemain, il enveloppe le corps et l'amène au cimetière à la nuit tombée pour l'enfouir dans une fosse récemment remplie. Le procès débute le 14 juin 2005. Deux questions font l'objet des échanges entre l'avocat de la défense et le procureur de la Couronne. 1. Les preuves obtenues par l'opération d'infiltration sont-elles recevables par la Cour? 2. Michael Bridges a-t-il, oui ou non, prémédité son crime? Chose certaine, à ce point, on ne se demandait plus qui était l'auteur du crime. Bridges n'avait aucun argument. Il savait une chose que seul le meurtrier pouvait savoir, c'est-à-dire où se trouvait le corps. D'abord inculpé de meurtre au 2e degré au moment de l'arrestation, le chef d'inculpation s'aggrave et devient meurtre au 1er degré, avec l'évidence grandissante de la préméditation. Quel point de droit fascinant que l'argumentation de meurtre au 1er degré. Le mythe voulant qu'un meurtre prémédité devait avoir été mûrement réfléchi et planifié des jours ou des semaines à l'avance a été en quelque sorte anéanti. En droit, comme on l'a fait valoir avec succès lors de ce procès, le dessein de tuer une personne peut être fait dans l'espace de quelques minutes. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-ci. La Couronne a fait valoir que Michael Bridges avait eu amplement de temps alors qu'Erin Chorney gisait inconsciente sur le plancher. Il aurait pu faire plusieurs choses. Il aurait pu tenter de la sauver, il aurait pu appeler une ambulance, il aurait pu appeler la police. Mais pendant ces quelques moments où il dit avoir été assis, en silence, alors que la vie d'Erin était dans la balance, il a décidé de la tuer. L'étranglement et la noyade, le camouflage, tout ça s'est passé en peu de temps, mais en vertu de la loi, ce temps a suffi pour planifier un meurtre. Manifestement, le jury a été d'accord. À l'issue du procès, Michael Bridges est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Bridges fait appel, lequel est rejeté en octobre 2006. Ce crime sans témoin, sans goutte de sang, était presque parfait. Et si Michael Bridges avait continué à se murer dans son secret, la police n'aurait jamais rien pu prouver contre lui, malgré les lourdes présomptions qui pesaient sur lui. Avait-il commis le crime parfait? Possiblement. Il y a de fortes chances que ce crime n'aurait jamais été résolu. C'est sûr que les probabilités qu'on découvre le corps d'Erin étaient extrêmement minces. Ce n'est pas comme un corps qui est jeté à l'eau et qui peut faire surface des semaines ou des mois plus tard. Il avait placé Erin dans un lieu où on n'allait jamais la trouver. Pour cette raison, et aussi parce qu'il se tenait seul et gardait son secret, il avait probablement bien raison de croire qu'il allait s'en tirer indemne. Mais en fin de compte, l'appât de l'argent, son désir de mener un grand train de vie qu'il croyait mériter, et sa grande gueule, tous ces éléments ont entraîné sa perte. Ce cas met en lumière l'avantage d'une opération d'infiltration qui, dans certaines circonstances, est le seul moyen de résoudre une affaire. Cette opération est l'opération par excellence, la percée parfaite d'une opération d'infiltration. Parce qu'à la différence de toutes les autres opérations d'infiltration qui ont été faites au Canada, on ne cherchait pas seulement le meurtrier. On cherchait le meurtrier et la victime. C'est ce qui la rend unique. Ainsi, dans cette affaire, l'eau a joué un rôle révélateur. Car en choisissant de l'utiliser pour compléter son crime, Michael Bridges l'a fait basculer du drame domestique au meurtre prémédité. Un acte dont la monstrueuse froideur a choqué la police, la communauté et jusqu'au juge lors du procès.
Mais la mémoire d'Erin Chorney continue de vivre dans le cœur de sa famille et l'esprit de tous ceux qui ont aidé à amener son meurtrier en justice.